Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 3, La tache noire, deuxième partie. À vrai dire, il descendit dans la salle le lendemain matin pour y prendre ses repas comme auparavant. Néanmoins, il mangea très peu et but, je le crains, beaucoup plus de rhum que de coutume, car il se servit lui-même à la buvette d'un air renfrogné, en reniflant si fort que personne n'osa le contrarier. Le soir qui précéda l'enterrement, il s'enivra de façon abominable, et ce fut vraiment choquant de l'entendre dans cette maison en deuil chanter à tue-tête son horrible chanson de marin. Mais, étant donné son état de faiblesse, nous avions tous peur de le voir passer de vie à trépas, d'autant plus que le docteur avait été appelé pour soigner un malade à plusieurs milles de distance et qu'il ne se trouva plus jamais dans les parages de l'auberge après la mort de mon père. J'ai dit que le capitaine était faible, et en vérité, il semblait plutôt s'affaiblir que reprendre des forces. Il montait et descendait l'escalier avec peine, allait de la salle à la buvette et inversement, et parfois mettait le nez dehors pour sentir l'air du large. Il marchait en s'appuyant au mur, respirant fort et vite tel un homme qui vient de gravir une montagne abrupte, et comme il ne s'adressait jamais à moi en particulier, je suis persuadé qu'il avait presque oublié ses confidences. Mais son humeur était plus changeante, et compte tenu de sa faiblesse physique, plus violente que jamais. Quand il était ivre, il avait une façon inquiétante de tirer son coutelas, puis de le poser tout ouvert sur la table. Cependant, il s'occupait beaucoup moins des gens. Il paraissait enfermé dans ses pensées et battre un peu la campagne. Une fois, par exemple, à notre grande surprise, il entonna d'une voix aiguë un air très différent de ses chansons habituelles, une romance campagnarde qu'il avait dû apprendre dans sa jeunesse avant de commencer à naviguer. Les choses allèrent ainsi jusqu'au lendemain de l'enterrement. Ce jour-là, il faisait un temps glacial et brumeux. Vers les 3 heures de l'après-midi, je me tenais sur le pas de la porte, en train de songer tristement à mon père, lorsque je vis un homme s'avancer lentement vers la route. À n'en pas douter, c'était un aveugle, car il frappait le sol devant lui avec un bâton et portait une visière verte qui lui protégeait les yeux et le nez. Courbé par les ans ou par la fatigue, il était enveloppé d'un vieux manteau de marin tout déguenillé qui le faisait paraître complètement difforme. Je n'avais jamais vu de ma vie un personnage aussi effroyable. Il s'arrêta à peu de distance de l'auberge, puis, élevant la voix sur un ton de mélopée extrêmement bizarre, il se mit à parler dans le vide. Une âme compatissante aurait-elle la bonté de dire à un pauvre aveugle qui a perdu l'inestimable don de la vue en défendant courtoisement sa patrie, l'Angleterre, et le roi George, que Dieu bénisse, dans quelle partie de ce pays il se trouve à l'heure actuelle? Vous êtes à l'auberge de l'amiral Benbow, au bord de la crique de Black Hill, mon brave homme. J'entends une voix jeune. Voulez-vous me donner la main, mon bon ami, et me faire entrer? Je lui tendis la main, et immédiatement, l'horrible aveugle à la voix doucereuse la serra dans la sienne comme un étau. J'eus si peur que je luttai pour me dégager, mais il m'attira tout près de lui d'un seul mouvement du bras. « Et maintenant, mon garçon, déclara-t-il, conduis-moi auprès du capitaine. »« Ma parole, monsieur, je n'ose pas. »« Ah, vraiment, c'est comme ça, dit-il d'un ton sarcastique. Mène-m'y tout de suite, ou je te casse le bras. » Ce disant, il me le tordit au point de me faire crier. « Monsieur, c'est pour vous que je parle. Le capitaine a bien changé depuis quelque temps. Il reste assis avec son coutelas ouvert devant lui. Un autre monsieur... »« Ça suffit comme ça, avance !» dit-il en m'interrompant. Jamais je n'avais entendu une voix plus froide, plus cruelle, plus menaçante que celle de cet homme. Elle me dompta bien plus que la douleur, et je m'empressai d'obéir. Après avoir franchi la porte, je gagnai tout droit la salle où notre vieux boucanier était assis, abruti par le rhum. L'aveugle se cramponnait à moi, me tenant dans sa poigne de fer, pesant si lourdement sur moi que je pouvais à peine le supporter. « Mène-moi droit à lui. Puis, quand je serai bien en vue, mets-toi à crier « Bill, voici un de vos amis. Si tu ne m'obéis pas, voilà ce que je te ferai. » Sur ces mots,
Il me tordit le bras avec tant de violence que je faillis m'évanouir. Placé entre deux feux, j'étais si terrifié par ce mendiant aveugle que j'en oubliai ma peur du capitaine. Dès que j'eus ouvert la porte de la salle, je criai d'une voix tremblante la phrase que mon sinistre visiteur m'avait dictée. Le pauvre boucanier leva les yeux, et un seul regard suffit à le dégriser. Son visage n'exprimait pas tant la terreur qu'un effroyable dégoût. Il fit un mouvement pour se lever, mais je crois qu'il n'avait pas la force nécessaire. « Allons, Bill, reste assis à ta place, » ordonna le mendiant. « Je n'y vois pas, mais je peux t'entendre bouger un doigt. Les affaires sont les affaires. Tends la main droite. Quant à toi, mon garçon, prends-lui la main par le poignet et approche-la de la mienne. » Nous lui obéîmes à la lettre, et je vis quelque chose passer du creux de la main qui tenait le bâton dans la paume du capitaine. Celui-ci referma aussitôt les doigts. « Voilà, c'est fait, » dit l'aveugle. Sur ces mots, il me lâcha, puis avec une précision et une agilité incroyables, il bondit hors de la salle et gagna la route, où j'entendis décroître le bruit sec de son bâton, tandis que je restais figé sur place. Il s'écoula un certain temps, avant que le capitaine et moi puissions reprendre nos esprits. Enfin, presque simultanément, je lâchai son poignet que je tenais toujours, et il retira sa main pour regarder vivement dans sa paume. « 10 heures, s'exclama-t-il. Il en reste 6. Nous pouvons encore les posséder. » Il se leva d'un bond, mais au même instant, il chancela, porta la main à son cou, vacilla pendant un instant, puis poussant un cri inarticulé, tomba de tout son long, le visage contre terre. Je courus aussitôt vers lui, tout en appelant ma mère, mais ma hâte était bien inutile. Le capitaine venait de succomber à une attaque d'apoplexie foudroyante. Certes, je n'avais jamais aimé cet homme, bien que, dans les derniers temps, il m'eût inspiré une certaine pitié. Pourtant, chose étrange, dès que je compris qu'il était mort, je versai un torrent de larmes. C'était le second décès que je voyais, et le chagrin causé par le premier était encore tout frais dans mon cœur.